La nature est une grande artiste, d'une beauté parfaite. Mais l'humanité peut tout détruire. Il y a 250 ans, en Prusse, Emmanuel Kant révolutionnait la pensée. Son impératif catégorique est resté célèbre. Aujourd'hui, il est probablement le philosophe moderne le plus souvent cité. Les hommes ne sont-ils pas libres et autonomes? Mon espoir de les voir enfin œuvrer à un monde en paix est-il vain? Quelle bêtise! Quelle bêtise! Non! 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 Quelle bêtise! Quelle bêtise! Non! Non! Kant a toujours été controversé. Certains le voient comme une froide machine à penser. Aujourd'hui, on critique ses propos de vieil homme blanc. En réalité, sa vie entière n'aura tourné qu'autour d'une seule et même question. L'homme veut-il être mauvais ou bon? Cela, nul Dieu n'en décide. C'est à nous, et à nous seuls, qu'il incombe de choisir. Kant est très clairement le philosophe qui a écrit la métaphysique de la liberté humaine, et aussi celui qui a pris parti pour la Révolution française. L'espoir de créer une société juste dans laquelle tous les hommes seraient égaux et se débarrasseraient du féodalisme, cet espoir est une preuve que l'espèce humaine est capable de progresser moralement. Le sentiment joue un rôle décisif dans la morale de Kant. Ce qui motive les hommes à faire ce qui est éthiquement juste, c'est un sentiment, à savoir le respect envers autrui. Certains pensent parfois que dans l'éthique de Kant, la morale serait le fruit d'un calcul rationnel sur lequel les hommes régleraient leur conduite. Cette idée est totalement erronée. Certains pensent que nous vivons déjà en hommes éclairés. C'est faux. Les Lumières ne sont que le moyen d'y parvenir. Ma promenade quotidienne, ceux qui n'y voient qu'un moment d'oisiveté font erreur, eux aussi. Elle me permet de contrebalancer par l'exercice physique les heures passées à écrire. Néanmoins, il n'est pas souhaitable qu'elle soit trop énergique. Königsberg, la ville natale de Kant, est l'avant-poste oriental du royaume de Prusse. La Russie n'est pas loin. Il a lui-même choisi sa destinée, écrit-il. Jeune homme, il est assoiffé de connaissances. Rien ne doit l'empêcher d'aller de l'avant. Né dans un milieu modeste, fils d'artisan, il obtient un doctorat de philosophie et rédige un livre sur l'histoire de la nature et la théorie du ciel. Son objectif? Être nommé professeur de métaphysique et de logique à la vénérable université de Königsberg et enseigner la pensée critique. Rien ne m'arrêtera, quand bien même d'aucuns parlent constamment de fin du monde.
Je trouve que cette méthode-là de Kant est très intéressante parce qu'on dit souvent l'effondrement va avoir lieu, donc rentrez chez vous, n'écrivez plus. On dit le monde va n'importe comment, rentrez chez vous, vous êtes idéaliste. Eh bien, il répond d'une certaine manière à ces objections en disant quoi qu'il arrive, que ce soit possible ou pas, qu'il y ait un effondrement ou pas, eh bien, il y a un devoir de viser cette fin pour se donner les moyens de faire advenir le meilleur. Dans cette entreprise, il faut se garder d'être présomptueux et de s'ériger en Dieu. Nous ne sommes jamais que des hommes. Kant dit que l'homme est fait d'un bois si tordu qu'on ne peut rien en tirer de tout à fait droit. Ça signifie que tous nos efforts de justice, de paix et de comportement éthique sont d'emblée compromis par le fait que nous sommes faillibles et que notre fin est inéluctable. Mais Kant n'en conclut pas, à l'instar de beaucoup d'autres philosophes, que nous devrions prendre les choses à la légère, ou que l'ambition de créer un monde juste, par exemple en instaurant une paix mondiale, serait forcément absurde. Kant relie les deux. Il nous montre que nous devons supporter cette tension entre des exigences morales élevées, envers nous-mêmes mais aussi à l'égard de la société d'une part, et d'autre part, la conscience que nous ne pourrons jamais totalement satisfaire à ces exigences. Königsberg est une ville portuaire animée. Ici, on parle les langues et on côtoie les coutumes de toute la mer Baltique. Kant aime sa vieille ville hanséatique. Il n'est à ses yeux pas meilleur endroit pour découvrir les gens et le monde sans avoir à voyager. À part quelques rares excursions dans les environs, il ne quitte jamais Königsberg. Un ami d'Angleterre m'a offert un jouet inventé par un artiste peintre pour dessiner dans la nature. Son verre fumé montre le monde sous une forme plus condensée qu'il ne nous apparaît à l'œil nu. Une boîte noire magique qui fait défiler l'espace et le temps. Et peut-être même entrevoir l'avenir. La cité hanséatique de Lüneburg, en Allemagne du Nord, est devenue plus de 200 ans après la mort du philosophe, la deuxième ville de Kant. C'est entre les murs du musée régional de Prusse orientale que les visiteurs trouvent aujourd'hui la plus grande collection consacrée à Kant. Voilà Königsberg autour de 1730, à peu près à l'époque où est né Kant. C'est une vue d'ensemble. Le château, qui se trouve dans la ville même, ressort au centre de l'image. Königsberg est une grande ville d'environ 50 000 habitants. Pas une métropole comme Berlin ou Londres. Et là, c'est Kant, le promeneur. Il est déjà âgé. On voit qu'il ne se tient plus vraiment droit. À Königsberg, c'était un personnage éminent, sans doute le plus célèbre de la ville. C'est là la grande différence avec beaucoup d'autres philosophes qui sont restés dans l'ombre de leur vivant. Kant était un citoyen très respecté. Tout le monde savait qui il était, même ceux qui ne le connaissaient pas personnellement. Les images peuvent être trompeuses, nos perceptions également. Comment savoir si une personne est bonne ou mauvaise ? Sa façon d'être, son origine, son sexe, sa profession ou ses inclinations ne nous disent rien de ses qualités.
Pas plus que le fait que cette personne mène une vie réglée comme une horloge. Voilà la maison de Kant. Il l'avait achetée en 1784 à l'âge de 60 ans, donc très tardivement. Jusque-là, il avait toujours logé dans des appartements. À l'arrière-plan, on reconnaît le château. On le voit mieux sur cette gravure, avec la maison de Kant et le château au fond. Pour un professeur d'université, c'était une maison tout à fait ordinaire. Elle n'était pas spécialement luxueuse, mais il n'avait pas non plus de famille. Ici, au rez-de-chaussée à gauche, c'est là que Kant donnait ses cours. À l'époque, ça se faisait à la maison. Mais comment 50 à 100 personnes pouvaient-elles tenir dans une pièce de 6 mètres sur 6 ? Ça reste un mystère. Parfois, mes étudiants écoutaient depuis le couloir, voire depuis la rue. Je ne supporte pas que mon valet oublie de régler l'horloge. Toujours les mêmes questions. Nos sens perçoivent-ils les choses telles qu'elles sont? Que pouvons-nous réellement savoir du monde? Et que devons-nous faire? Certes, nos connaissances s'améliorent et nous en savons toujours plus sur le monde extérieur. Mais savons-nous pour autant ce qu'il convient de faire? Il y a longtemps que Kant ne croit plus à un paradis aux airs de pays de cocagne. Adam et Ève sont pour lui des créatures sans volonté, dans un monde figé. Nous sommes les artisans de notre propre bonheur. Si les croyances aux miracles et autres superstitions ont infecté l'humanité, alors c'est la raison qui doit devenir notre nouvelle boussole. Pour Kant, le tremblement de terre de Lisbonne en 1755 n'est pas un châtiment divin, comme le pensent nombre de contemporains, mais une catastrophe naturelle due à des causes physiques. Nous devons répondre nous-mêmes de nos erreurs et sans cesse remodeler le monde. Et ce, dès le stade de la pensée. On pourrait le formuler ainsi. Le sujet conscient, qui essaie de saisir le monde tel qu'il est, ne se contente pas uniquement de représenter ce monde, mais contribue aussi à le former en se basant sur les structures de sa propre pensée. Comme il le dit magnifiquement au tout début de la critique de la raison pure, la raison humaine a cette destinée particulière d'être accablée de questions qu'elle ne peut écarter. Qu'est-ce que la liberté? Qu'est-ce que la justice? Pouvons-nous rendre le monde meilleur? C'est ce que je tiens pour la plus grande découverte de Kant. Cette distinction profonde entre ce qui est et ce qui devrait être, entre ce qu'est le monde et ce qu'il devrait être. Seule la raison nous indique si notre action est moralement juste. La guerre est-elle un état de nature ou une noble prérogative de l'humanité, comme le prétendent certains? La paix n'est-elle qu'une idée vide des idéalistes? Ne fait-elle que nous affaiblir? La guerre de 7 ans éclate en 1756. L'Europe commence à se disputer de lointaines colonies et la domination du monde. Pendant 4 ans, Königsberg est occupé par les troupes de la tsarine Élisabeth de Russie. Dans 100 ans, à quoi ressemblera ma belle ville prussienne des rives de la Pregel? Les hommes auront peut-être oublié mes écrits parce que leur mémoire n'en aura pas gardé trace, ou encore parce qu'ils seront enfin devenus raisonnables et auront instauré une paix durable.
La cathédrale et sa grande horloge peuvent continuer à trôner au-dessus de la ville s'ils veulent adorer Dieu. Peut-être même auront-ils l'idée de me bâtir un tombeau. Aujourd'hui, le texte le plus connu de Kant est sans doute Vers la paix perpétuelle. Il est très bien écrit et très bien construit. Comme l'indique son sous-titre, c'est un essai philosophique sur la façon de parvenir à la paix. Kant y formule diverses idées, comme celle de la nécessité de ce qu'il appelle un État républicain. Nous dirions aujourd'hui une démocratie, c'est-à-dire un État dans lequel tout le monde a son mot à dire, si bien que la guerre ne peut se décider contre la volonté de la population. Il faut une société des nations, qui donnera plus tard naissance à l'ONU, et un droit cosmopolitique, qui fait que tous les hommes ont certains droits, quelle que soit leur nationalité. La question n'est pas de savoir si la paix perpétuelle est réelle ou chimérique, mais nous devons faire comme si la chose existait, qui peut-être n'existe pas. Ça veut dire qu'il y a ce veto de la raison pratique, il ne doit pas y avoir de guerre. Bien sûr qu'il sait qu'il y aura des guerres, mais il s'agit de se donner les moyens, parce qu'on vise cette fin, eh bien, de trouver les constitutions permettant d'éviter la guerre, ou du moins de construire la paix, qui est plus que l'absence de guerre. La paix perpétuelle est mon utopie. Les esprits moqueurs raillent ma prétendue peur du chaos et de la décadence. Ils se trompent. Pour un monde stable, il faut une base solide. Un droit des peuples et des citoyens du monde pourrait contrer les tendances autodestructrices de l'humanité. En 1944, la vieille ville de Königsberg s'embrase sous le déluge de bombes larguées par l'aviation britannique. Le nazisme agonisant a entraîné l'Allemagne, dont Kant est l'un des penseurs emblématiques, dans une catastrophe indicible. Des milliers d'habitants de Königsberg perdent la vie. En avril 1945, la majeure partie de ce qui tenait encore debout brûle dans la bataille de Königsberg. Plus tard, les derniers Allemands en seront expulsés. La ville est intégrée à l'Union soviétique et entièrement reconstruite sous le nom de Kaliningrad. Comment la paix pourra-t-elle jamais régner si les puissants continuent de violer le droit des peuples et la dignité des individus? Si nous savions qu'il existe une providence au sens traditionnel du terme, par laquelle les bonnes personnes sont récompensées au ciel et les mauvaises punies en enfer, nous ne pourrions jamais être bons, car nous n'agirions jamais librement. Nous ne serions que des marionnettes mises en mouvement par le Maître suprême. Nous ne ferions le bien que pour aller au ciel ou échapper aux flammes éternelles. Et donc, notre conduite ne serait pas véritablement morale, mais motivée par des considérations stratégiques. Mon expérience de la liberté. Point 1. La pensée doit devenir une lumière qui nous guide hors des ténèbres. À propos, si je devais renaître un jour, nulle compagnie ne me serait plus agréable que celle de Lampe, mon valet de chambre. Il est l'heure! Lampe a longtemps vécu seul. Puis, on ne sait pas exactement quand, alors que Kant vivait dans cette maison, son valet a emménagé sous les toits, comme ça se faisait à l'époque. Kant occupait les 2 autres étages, et la cuisinière logeait au sous-sol. Lampe a servi Kant pendant 40 ans. C'était un soldat qui était arrivé à Königsberg lors de la guerre de 7 ans. Les 2 hommes devaient bien s'entendre d'une certaine manière. Il n'est pas meilleur moyen de se libérer de la lourdeur de la nuit qu'une tasse de thé et une pipe de bon tabac. Cela allège l'humeur et ne libère pas que des pensées sombres.
Mon expérience de la liberté, point 2. Apprend aussi à comprendre la souffrance d'autrui. Qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je dois faire comme citoyen? Et surtout, je dirais qu'aujourd'hui, c'est moins que dois-je faire que dois-je éviter. Je dirais, là, le bien est moins clairement défini que le mal. Et que dois-je éviter? Qu'est-ce qu'il ne faut pas laisser passer? Qu'est-ce qu'il faut empêcher? Comment empêcher que ce qui ne doit pas être advienne? Je dirais que c'est ça, un impératif catégorique un peu négatif, mais qui me semble important. Il est une règle d'or de la tradition judéo-chrétienne. Ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse. Mon impératif catégorique reformule cette idée avec plus de précision. Pour œuvrer au bien, la volonté individuelle doit devenir la loi de la volonté générale de tous les hommes. Ce sont les fondements de la métaphysique des mœurs. L'ouvrage est connu avant tout parce que Kant y expose pour la première fois l'impératif catégorique, qui est probablement son idée la plus connue. Il l'énonce de façon très concise sous la forme suivante. L'impératif catégorique se résume à une seule loi, à savoir, agis toujours de telle sorte que tu puisses vouloir que la maxime de ton action devienne une loi universelle. Par les réponses qu'il apporte à la question « Que puis-je faire ?», Kant nous donne les clés de la métaphysique des droits de l'homme. Car la réponse est au moins en partie contenue dans l'impératif catégorique. Ne fais rien qui traite d'autres humains comme des moyens et non comme des fins en soi. Chaque homme est une fin en soi. Ça exclut l'esclavage, le colonialisme, le servage et fondamentalement toute forme d'exploitation. Et on parle ici d'un texte rédigé en 1784. Un motif important dans la pensée de Kant est le respect de la dignité de tous les humains. Ça signifie que nous devons respecter chacun en tant qu'individu autonome à part entière. Autrement dit, nous ne devons pas utiliser les autres comme de simples moyens, c'est-à-dire les instrumentaliser, mais les prendre au sérieux, eux et leurs intérêts propres. Et ce que sont ces intérêts, c'est à eux-mêmes d'en décider, et pas aux autres. Mon expérience de la liberté, point 3. Garde-toi des jugements hâtifs sur autrui. Sinon, tes bonnes idées présumées auront des effets pervers. Pourtant, j'ai moi-même classé les hommes en fonction des couleurs de peau et des climats. J'ai écrit que les races n'avaient pas toutes les mêmes capacités d'intelligence et de travail, et que la race des Blancs était la plus grande perfection. Au XVIIIe siècle, les anthropologues blancs croient pouvoir prouver scientifiquement que les peuples dits sauvages sont inférieurs et moins intelligents que les hommes civilisés. Comme la plupart de ses contemporains, Kant n'a pourtant jamais rencontré d'habitants de contrées lointaines. Kant était-il raciste? Ça dépend bien sûr beaucoup de la définition qu'on donne à ce terme. Si on entend par là que quelqu'un a défendu de façon persistante des conceptions racistes, c'est-à-dire qui dévalorisent les gens en raison de leur couleur de peau ou autres critères extérieurs, il faut bien reconnaître que là, oui, Kant était bel et bien raciste. Il a exprimé des opinions racistes au fil des décennies, et pas seulement dans ses cours, mais aussi dans les écrits qu'il a publiés, et ce, relativement tôt. On peut dire que son racisme est arrivé très tôt. Il n'était tout simplement pas encore capable de concilier sa philosophie de la raison
avec ses propres préjugés. Ces préjugés dont il était imprégné, comme tout le monde à son époque. Si quelqu'un proférait de telles affirmations de nos jours, elles seraient impardonnables. Mais nous ne pouvons pas juger quelqu'un comme Emmanuel Kant, qui est né il y a 3 siècles, d'après nos critères moraux actuels. Ça n'aurait aucun sens. Certes, beaucoup de penseurs des Lumières ont lâché des remarques eurocentriques ou racistes. Mais si on considère leur œuvre dans son ensemble, la perspective est absolument universaliste. Et tous les combats antiracistes que nous menons se basent sur cette perspective des Lumières. Ai-je, comme d'autres avec des propos racistes, nui à la crédibilité des Lumières? Les idées de la raison priment-elles sur les erreurs individuelles? Je l'espère. Kant a ceci de particulier qu'il avait déjà un âge avancé quand il est devenu célèbre. On lui a souvent demandé de réaliser son portrait, mais il était plutôt réticent. Ça lui semblait vaniteux. Il avait aussi mieux à faire. L'important, c'était son œuvre, pas son image. Dans les 2 dernières décennies de sa vie, c'était sa doctrine. Il fallait qu'il travaille sans relâche, parce qu'il avait peur de mourir bientôt. S'il vous plaît, avancez encore un peu plus bas. Oui, encore. Reculez un peu, s'il vous plaît. Oui, non, pas autant. J'ai horreur des interruptions. Elles me volent un temps précieux, celui de la pensée. Il y a encore tant de zones d'ombre. Je déteste poser comme une bête de foire. Ah, professeur, si vous n'imitez pas du vôtre, on ne finira pas ce soir. Tenez-vous droit. Oui, d'accord, voilà. Qu'est-ce au juste qu'un être humain? Notre volonté est-elle réellement libre si nous devons sans cesse nous rappeler à la raison? On raille souvent sa vie réglée comme une horloge. Mais il faut plutôt y voir un souci d'autonomie. Il veut vivre selon ses propres choix, et non se laisser dicter sa conduite par d'autres. Là où ça bascule, c'est que sur ses vieux jours, il se fixe un cadre si étroit, basé sur ses maximes et ses principes, qu'il finit par en perdre sa liberté. L'histoire a effacé l'ancienne Königsberg. L'histoire n'est-elle pas souvent une expérimentation manquée? Pour apprendre à distinguer ce qui est bon de ce qui ne l'est pas et agir en conséquence, il faut que notre pensée et notre parole soient libres. Même si rien ne peut nous empêcher de commettre de nouvelles erreurs. L'expérimentation de la liberté. Je trouve ça génial parce que chez Kant, il dit bien qu'on pourrait toujours trouver des raisons d'agir, des motifs, bref, dire que l'homme n'est pas libre, qu'il est toujours déterminé. Mais en même temps, on peut toujours trouver donc un déterminisme et en même temps dire que l'humain est libre parce qu'il y a en lui, dit-il, une loi de la raison qui ne doit rien à l'expérience et qui le commande. Emmanuel Kant est issu d'un milieu modeste. La famille habite près du port et seuls 5 des 9 enfants du couple parviendront à l'âge adulte. La mère est très pieuse. Le père, artisan sellier, fabrique des sangles et des harnais de chevaux. Un pasteur m'a pris sous son aile. Et j'ai pu fréquenter la meilleure école de la ville et à 16 ans, je suis entré à l'Albertina, l'université de Königsberg. Elle se trouve sur l'île du Kneiphof, juste derrière la cathédrale. Königsberg, mon lieu d'enfance, et désormais mon univers. Certaines personnes sont simplement plus curieuses que d'autres. Il aime découvrir de nouvelles choses. Il y a des gens comme ça. C'est donc un enfant particulièrement doué. Mais ensuite, il lit Rousseau, et plus particulièrement Émile. Cet ouvrage traite de la façon dont chaque enfant, n'importe quel enfant,
peut être éduqué de façon à devenir un citoyen qui pense par lui-même dans une société libre. Mon espoir est que cette liberté devienne un jour une évidence pour tous. Lampe, encore une. Durant ses études, Kant donne des cours à des camarades et joue au billard dans des auberges. Après la mort de ses parents, il doit subvenir aux besoins de ses 4 frères et sœurs et devient précepteur dans des familles aisées de la région. Lampe. C'était une belle partie. Je vise, je donne l'impulsion, et le reste, ce n'est plus que de la physique. Oui. Encore une. Parfait. Attention. Je vise, je donne l'impulsion et je laisse faire la physique. Oui. Au sortir de l'université, j'étais tout autre. Toujours vêtu à la dernière mode, je fréquentais les salons et la bonne société. Aujourd'hui, je mène une existence plus en retrait. Contrairement à certaines rumeurs, je ne me suis jamais marié. J'ai toujours refusé les propositions d'autres universités. C'est à Königsberg que j'avais mes amis et ma vie. Il semblerait que sur le plan personnel, Kant ait accompli une sorte de révolution intérieure vers son 40e anniversaire. Il a changé sa façon de vivre. C'était peut-être lié à la mort de son ami Funk, ou à la rencontre d'un nouvel ami, le négociant Joseph Green. Mais je crois que c'est aussi simplement lié au fait qu'au tournant de la quarantaine, Kant se soit demandé où il voulait aller et ce qu'il voulait faire du temps qui lui restait. À l'époque, à cet âge, on entrait plus ou moins dans la dernière phase de son existence. Peut-on aimer un homme, comme d'autres hommes aiment les femmes, dans une tendre intimité? L'amour est affaire de sentiments, non de volonté. Devons-nous forcément procréer? L'injonction à aimer est une absurdité. Aujourd'hui comme hier, moi seul décide de la façon dont il convient de mener ma vie, c'est-à-dire de me consacrer au travail de la pensée. Et donc je me lève à 5h moins le quart pour me mettre à l'ouvrage. Il y a tant à faire. Il y a la liberté, la capacité de commencer, l'initiative, la décision, la capacité à en prendre en main son destin. Nous sommes seuls et sans excuse. Il y a une liberté. Et ça, je crois que c'est très important. Et encore une fois, expérimenter la liberté, c'est expérimenter cette responsabilité, parfois écrasante, cette solitude aussi. Le grand physicien et astronome Isaac Newton a découvert les lois de la mécanique. Elles régissent les mouvements de tous les corps, même des planètes qui tournent autour du Soleil sous l'influence de différentes forces. Le monde a donc un ordre physique. Pourquoi n'obéirait-il pas aussi à des lois morales? J'affirme que nous n'avons pas seulement le ciel étoilé au-dessus de nos têtes, mais aussi une loi morale en nous, qui régit notre trajectoire terrestre. Si nous pouvions voir le monde d'en haut, cela élargirait-il notre horizon? Cela nous rendrait-il libres comme des aigles? S'ils montaient à bord d'une machine volante, les hommes se rapprocheraient-ils de Dieu?
J'affirme qu'il n'existe pas de preuve ontologique de l'existence de Dieu. On ne peut ni la prouver, ni la réfuter. Je peux tout au plus voir Königsberg d'en haut, et peut-être mieux réfléchir au monde. Mon chapeau. Kant ne s'est jamais beaucoup éloigné de Königsberg, mais il se forge un avis sur des peuples du monde entier. Comment fait-il? Il s'appuie sur de très nombreux récits de voyages, des œuvres littéraires, des témoignages qu'il avait visiblement beaucoup de plaisir à lire. Ces textes étaient écrits par des missionnaires ou des représentants de grandes compagnies marchandes. Leurs auteurs avaient donc tous des intérêts précis quand ils allaient dans ces pays lointains et en décrivaient les habitants. Je ne vois pas chez Kant de conscience de la partialité présente dans les documents qui le renseignent sur d'autres continents et leurs habitants. Comment ai-je pu ne pas m'en rendre compte? Alors que je sais que l'homme ne voit jamais qu'au travers de lunettes déformantes et que l'objectivité n'existe pas. Mais coupons court à ces pensées, place à la joie. Il est l'heure de recevoir mes amis. Ce rituel du déjeuner quotidien m'est plus cher que tout. Ce n'était pas de longues veillées où on jouait aux cartes toute la nuit. Ces invitations n'avaient jamais lieu le soir, mais toujours à midi. Et c'était le dialogue qui importait. La nourriture n'étant, comme il disait, que le véhicule par lequel s'engage la conversation. Ce tableau le représente avec 8 de ses amis. Mais d'ordinaire, il en invitait plutôt 3 ou 4. On remarque en tout cas la diversité des métiers des convives. Ce sont des marchands, des savants, des théologiens, de hauts fonctionnaires, bref, des représentants de toutes les professions bourgeoises. Et bien sûr, il y a son valet, Lampe. Il est historiquement établi que Kant parlait moins de sujets philosophiques que du quotidien. Et que de là, il élargissait ensuite la discussion à des questions plus générales. La plupart étaient loin de maîtriser la philosophie de Kant. Ses convives étaient beaucoup plus terre à terre. Il faut savoir qu'à l'époque, la philosophie était très pragmatique, très proche de la vie, peut-être pas du commun des mortels, mais tout du moins des gens instruits. Il s'agit de questions pratiques. Alors, quand Kant est arrivé avec la critique de la raison pure, qui comporte des centaines de pages, beaucoup ne sont pas arrivés à suivre. On notera que les femmes n'étaient jamais invitées chez Kant. C'est d'autant plus étonnant qu'il vante les mérites des Français qui leur ont fait une place dans les dîners. Il dit que leur présence anime toute l'assemblée. Et quand il était invité à l'extérieur, il y avait aussi des femmes. La lecture de Rousseau a appris à Kant que l'éducation pouvait faire de chaque enfant, de chaque être humain, un individu libre. Lui aurait-il également enseigné que les femmes doivent plaire aux hommes et sont plus portées sur les sentiments que sur la raison? Il considère pourtant les femmes comme autonomes. Elles ne sont pas obligées d'obéir à leur époux, y compris pour ce qui est du sexe conjugal. Pour lui, le mariage est un contrat entre égaux. Kant a régulièrement cité sa mère en exemple, en modèle parfait. Pour lui, elle était la preuve vivante qu'on n'avait pas besoin d'être instruit ou d'avoir étudié pour être moralement une bonne personne, et que l'intelligence du cœur permettait d'avoir une boussole morale parfaitement juste.
Sa mère est morte à un peu plus de 40 ans, après avoir été contaminée en s'occupant d'une amie malade. Pour Kant, qui avait 13 ans à l'époque, ce deuil a certainement été un traumatisme. Mais en même temps, l'image de sa mère en a été tellement transfigurée qu'il l'a toujours considérée, sinon comme une sainte, puisqu'il était de tradition protestante, du moins comme un modèle moral absolu. Le projet des Lumières est d'éduquer la raison et le cœur. Il y avait tout un débat sur ce que sont les Lumières. L'essai « Qu'est-ce que les Lumières ?» de 1784 a été publié dans cette revue. Le courant des Lumières avait émergé 100 ans auparavant, mais on n'en avait pas de définition précise. Et certains commençaient à douter du bien fondé de ce projet. Baliverne! Voulons-nous continuer à vivre tels des singes dans les arbres? Kant a clairement pris position. Nous devons avoir le courage de nous servir de notre propre raison et non de celle des autres. Ce sur quoi la plupart de ses contemporains étaient sans doute d'accord. Mais la différence, c'est qu'il en appelle au courage individuel de chacun. Pour d'autres, la démarche des Lumières se bornait à utiliser des concepts justes ou à appliquer des savoirs dans la pratique. Mais Kant avance qu'il s'agit d'une attitude personnelle. Et ça, c'est tout à fait nouveau et bien plus moderne que ce que disaient la plupart de ses contemporains. C'est une malédiction. Les paresseux et les lâches préfèrent rester dans un état de dépendance et de tutelle. Cela est contraire à la nature humaine. Chaque individu a des instincts, mais aussi son propre entendement. Attention, professeur! Merci, merci. L'une des critiques qu'on entend fréquemment au sujet des Lumières est qu'elles s'intéressent trop à la raison et trop peu à la nature. Certains disent même qu'elles se servent de la raison pour dominer la nature et qu'il aurait mieux valu s'abstenir. Ce que ces gens oublient, c'est que les penseurs des Lumières ne s'en prenaient pas à la nature, mais dénonçaient des situations et des circonstances prétendument naturelles. Et soyons clairs, ce qui était considéré comme naturel au XVIIIe siècle, c'était la hiérarchie féodale, l'autorité du clergé, l'esclavage et l'oppression des femmes. Il y a cette idée fondamentale que tous les humains ont une dignité que je dois respecter. N'est-ce pas précisément cette idée qui va me permettre de comprendre pourquoi je ne peux pas imposer mon opinion à d'autres, ni les opprimer? Là, je ne vois vraiment pas en quoi l'universalisme serait un mal. Mais oui, de nombreux penseurs des Lumières, dont Kant, n'étaient pas assez ouverts à l'altérité culturelle de sociétés différentes et ont envisagé d'autres civilisations sous le prisme de leur propre système de valeurs et de leur représentation eurocentrique. Ça ne me semble pas être un problème fondamentalement lié à l'universalisme, mais plutôt à un manque d'universalisme, et plus précisément à un manque de respect pour les autres humains. Ce limpe va finir par me tuer. C'est pas possible. Je vous ai pourtant dit que la lumière faisait proliférer cette saleté de vermine. Je crois que c'est peut-être le problème aujourd'hui, c'est qu'on voudrait que l'humain se perfectionne, que soit tout puissant. Or, au contraire, les limites, la pensée des limites, elle est fondamentale. Il n'y a pas de maturité des êtres sans la prise de conscience de leurs limites et de leur faillibilité, qui est très importante chez Kant.
elle est fondamentale. On a tendance à penser que le progrès, les Lumières, c'était la non-limite. C'est le contraire. Les Lumières, c'est les limites. Je ne vais jamais aux offices. L'Église se dit infaillible. Mais le pouvoir séculier ne doit pas mettre les hommes sous tutelle, et l'Église encore moins. En privé, chacun doit pouvoir dire ce qu'il estime juste. La morale avant tout. L'Église et l'État ne viennent qu'après. Voici son livre « La religion dans les limites de la simple raison ». Il est devenu célèbre parce que l'État prussien, qui à cette époque n'était plus dirigé par Frédéric le Grand, mais par son successeur, a menacé de le censurer. Ce qui était nouveau pour Kant. La critique de la religion y est assez claire. Il dit que l'Église et ses dignitaires ne vivent pas ce qu'est réellement la religion. À quoi bon les prières et l'encens? La religion doit se conformer à la raison, tout comme la politique. Robespierre! Robespierre! Quelle bêtise! Non! Non, non! Non! Jusqu'à la fin de ses jours, Kant a considéré la Révolution française comme une grande avancée. Ses contemporains, comme ceux qu'on voit autour de cette table, étaient peut-être enthousiasmés au début par les idéaux de la Révolution française, mais beaucoup ont été épouvantés par la terreur. Kant était très isolé. Pendant des années, il a continué à dire qu'il était malgré tout d'accord sur le principe, et que l'idée était intéressante. Pour moi, la Révolution française était aussi une expérience de la liberté. À présent, on m'accuse d'insensibilité parce que je défends la Révolution malgré tous les morts sur l'échafaud lors de la Terreur. Robespierre s'imaginait être un nouveau dieu de la vertu. Pas moi. Les révolutions sont l'expression spontanée de la volonté humaine. Ce qui les déclenche, c'est l'espoir d'un monde meilleur. C'est aussi sa capacité à s'interroger sur l'histoire. Quand il réagit à la Révolution française en disant, finalement, ce n'est pas tant la gesticulation révolutionnaire qui compte que le fait que la Révolution française engendre un sentiment d'allégresse un peu partout. Et donc, du coup, ça veut dire qu'on a là un changement dans l'histoire. C'est maintenant, au printemps, que j'éprouve la plus grande joie. Quand revient mon ami l'oiseau, je lui souhaite tendrement un bon retour chez lui, dans sa contrée du Nord. Il ne peut y avoir qu'un seul maître en la demeure, même s'il lui arrive de se tromper. Quelques années avant sa mort, Kant a congédié son valet de chambre. Lampe avait fait quelque chose de répréhensible, mais on ne sait pas exactement quoi. Nous ne devons pas retomber dans nos anciens péchés, c'est-à-dire nous haïr les uns les autres au lieu de nous comprendre. Nous devons continuer à vouloir améliorer ce monde. Pour cela, il faut du courage et la volonté de penser librement. Lorsque Kant dit que nous pouvons espérer,
Ce n'est pas par naïveté quant à la nature humaine. Il sait très bien de quelles horreurs nous sommes capables. Il en a parfaitement conscience. Mais il dit néanmoins que si nous ne pouvons pas au moins espérer que nos actions contribueront au progrès moral du genre humain, alors nous ne pouvons pas agir moralement tout au long de notre vie. Et si nous ne sommes pas capables d'agir jusqu'au bout en êtres moraux, le monde est perdu. L'espoir est donc un devoir moral. C'est clair, puisque nos démocraties ne vont pas très bien actuellement, mais ce n'est pas une raison pour dire qu'il faut des solutions totalitaires ou autoritaires à nos problèmes. Ensuite, la liberté de penser, ça a un sens, c'est difficile, ça a toujours été difficile. Ça l'est encore plus à l'ère du fake et des news, des médias, des sociaux. Il y a peut-être autre chose comme existence que le choix entre manipuler ou dominer autrui et être manipulé ou être dominé. Donc voilà. Donc ces idéaux de justice, d'égalité et d'une certaine manière aussi de dignité ont toujours du sens. Mama, take this badge from me.